Les exécutifs francophones du pays se sont accordés sur la création de 4151 places, dont 13 écoles fondamentales de Bruxelles. Une liste de projets a été présentée à l'Élysée, à Namur, cet après-midi. Il faut s'attendre à d'importantes perturbations dans les transports demain à cause de la grève nationale. D'autres secteurs seront perturbés, comme celui de la grande distribution. Ce n'est qu'un projet loin d'être abouti, mais qui suscite déjà la polémique. C'est la mise en zone piétonne d'une partie de la chaussée de Louvain, entre Madoux et la place Saint-Josse. Bonsoir à tous. On en sait un peu plus sur les nouvelles places qui seront créées dans l'enseignement à Bruxelles. Une liste de projets prioritaires a été établie. Ce sont des constructions de nouvelles écoles et des extensions d'établissements déjà existants pour la création en tout de 4151 places supplémentaires dans l'enseignement fondamental. Stéphanie Trieste et Nicolas Kenhardt. En tout, 13 projets prioritaires devront accueillir 4151 nouvelles places dans le fondamental. Ce sont 400 nouvelles places à l'école 14 à Schaerbeek, 200 à l'école Tamaris à Molenbeek par exemple. Des extensions ou des créations d'écoles identifiées par le gouvernement conjoint, Région Wallonne, Communauté française Cocof, essentiellement au centre et au nord-ouest de Bruxelles. On a fait face aux communes qui ont le plus de besoins. Et on a dit, c'est pas compliqué, là où il y a le plus de besoins, eh bien, c'est là qu'on va d'abord ouvrir les écoles. On sait qu'il y a, évidemment, les parents le savent, les enseignants le savent, un besoin dans chacune des communes bruxelloises, mais il y a des priorités à dégager. Une étape décisive, mais pas suffisante. 4151 places, c'est 23% des besoins, rappelle Charles Piquet, car selon la région bruxelloise, c'est 22 070 places, tout âge confondu, qu'il faudrait créer à Bruxelles d'ici 2015. Il y aura alors, au fur et à mesure que les années avanceront, il y aura aussi de nouvelles initiatives, puisque, vous le savez bien, finalement, l'accroissement démographique se fait sentir d'abord dans le maternel, dans le fondamental, primaire, et puis dans le secondaire, mais que, heureusement, quelque part, les enfants ne grandissent pas plus vite, puisqu'il nous faut un peu de temps pour préparer notamment l'accueil dans le secondaire. Une étape donc à moyen terme avant le très long terme et après des mesures d'urgence. Ces nouvelles places ne sont pas attendues avant au moins 2 rentrées. D'ici là, il faudra agir. La possibilité de mettre en place de l'accueil temporaire, des classes temporaires. On pense à des classes dites préfabriquées. Les 13 projets concernent le réseau de la communauté française et l'officiel subventionné communal. Un appel à projet sera lancé au libre dans quelques mois pour atteindre les 5643 places initialement promises par la communauté en octobre et pour respecter aussi l'équilibre entre réseaux. 5 ans de prison pour évasion du palais de justice, c'est la peine dont écope Oussama Trimini qui s'était évadé le 4 août 2009 avec l'aide de complices armés qui avaient fait irruption dans la salle d'audience. Le tribunal a suivi l'argumentation de l'avocate du malfaiteur qui a requalifié la prévention de prise d'otages en menace. Victoire de l'État fédéral et de la région bruxelloise face à la Flandre à propos des quotas de CO2. Cela concerne les avions. À partir de 2012, les compagnies aériennes se verront attribuer des quotas de CO2 et elles devront payer si elles les dépassent et pourront revendre les éventuels surplus. Cette mesure va rapporter de l'argent au pouvoir public. La question, c'est à qui ? La région flamande avait voté unilatéralement un décret s'adjugeant les bénéfices. La Cour constitutionnelle vient d'annuler ce décret. Il va falloir maintenant conclure un accord de coopération entre la région bruxelloise, la Flandre et l'État fédéral. Un important projet à Saint-Josse prévoit d'installer un piétonnier sur une partie de la chaussée de Louvain entre Madoux et la place Saint-Josse. C'est un souhait des commerçants, un réaménagement qui prévoit aussi la construction de commerces supplémentaires, de logements et d'un hôtel. Rien n'est fait, mais l'idée suscite déjà la polémique. Diane Warland et Béatrice Broutou. C'est l'histoire d'un quartier qui pourrait changer de visage. Un projet ambitieux prévoit la démolition de cet îlot d'immeubles situé entre la chaussée de Louvain et la rue Skelquin. Exception faite pour ce nouvel immeuble de logement et de commerce situé au pied de la tour Madoux, l'immeuble de logement situé dans le bas du bloc et la façade classée de l'ancien cinéma Marignan. L'idée, c'est de réfléchir avec tous les partenaires comment on pourrait, à cet endroit-là, qui est quand même un endroit stratégique,
trouver une formule de modernisation totale du projet en maintenant tout ce qui est intéressant, en créant une place publique, en créant si possible même un secteur hôtelier si ça intéresse les hôtels, en créant des logements nouveaux, importants, en créant des commerces en association avec le principal commerçant du coin que tout le monde connaît, celui qui vend des vêtements griffés dont je tairai le nom. Ce projet est le fruit d'une collaboration étroite entre Atrium et la commune de Saint-Josse. Le but est d'offrir une renaissance à ce quartier en perdition depuis quelques années. Mais même si on n'en est qu'au balbutiement, l'idée suscite déjà les foudres de certains. C'est le commerce qui a détruit ce quartier, qui a vidé les étages des logements. Et le projet qui est sur la table, c'est un projet de développement commercial. Donc on double la surface commerciale attribuée à certains acteurs. Et pour ce faire, on rase tout le tissu urbain. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut rénover ce tissu urbain. Il faut remettre des logements aux étages. Une chaussée de Louvain réservée aux bus et en partie aux piétons, une rue Skelquin à 2 bandes, voilà pour l'emballage de l'îlot. Outre le logement et le commerce, le programme prévoit aussi une place publique et surtout une grande zone piétonnière. Mais ça aussi, l'Aro n'en veut pas. Alors le piétonnier n'est pas une bonne idée parce que c'est une mesure d'exclusion qui génère des phénomènes d'insécurité et d'absence de contrôle social, en particulier la nuit. Il faut imaginer, bon, on le voit avec le cas de la rue Neuve à Bruxelles, des zones commerciales avec les magasins fermés la nuit et plus un chat la nuit. C'est pas terrible. Alors l'Aro, je ne sais pas quelle est son lassitude, Madame Potier, je ne comprends plus du tout. Elle a un petit côté Madame Non, comme on l'a connu, mais cette Madame Potier prend des positions alors qu'elle ne connaît pas le dossier, qu'on n'a encore rien déposé, qu'il y aura un grand débat sur le plan particulier d'aménagement qui va se faire, qui va durer des années, dans lequel elle pourra introduire toutes les bonnes idées qu'elle pourra avoir. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'elle se calme et qu'elle attende que le dossier puisse avancer, ou alors qu'elle prenne ma place. Et j'irai un petit peu m'occuper de l'Aro aussi. Alors le bourgmestre de Saint-Josse vous appelle Madame Non. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Eh bien que lui s'appelle Monsieur Oui tout le temps à n'importe quoi. Entre rénovation de l'ancien et démolition pour créer du neuf, 2 visions de la ville s'opposent ici totalement. Seul l'avenir nous dira qu'il y aura gain de cause. Demain est un jour de grève nationale. À l'appel de la FGTB, de nombreux travailleurs vont se mobiliser pour protester contre l'accord interprofessionnel. Un rassemblement est prévu à 11 h demain devant la Banque nationale. Il faut s'attendre à ce que de nombreux services soient perturbés, à commencer par les transports en commun. L'autre secteur qui sera principalement touché est celui de la grande distribution. Marine Hubert et Benoît Ferrier. Quels seront précisément les secteurs perturbés? Quels seront leurs niveaux d'implication dans la grève? À la veille de cette journée d'action nationale, les choses sont encore un peu floues, mais les revendications de la FGTB et les motifs de cet appel à la grève générale sont, eux, très clairs. C'est essentiellement pour 3 motifs. D'abord, le projet d'accord interprofessionnel ne leur convenait pas. Deuxième motif, la proposition de médiation du gouvernement leur paraissait encore insuffisante. Et puis surtout, troisième motif, il y a une grande inquiétude aujourd'hui chez les travailleurs à Bruxelles comme en Flandre et en Wallonie. Et l'inquiétude, elle porte sur le fait qu'on a bien l'impression que l'austérité va finir par arriver. Et cette austérité, de notre point de vue, elle ne se justifie pas. Et c'est la motivation essentielle, je pense, de la journée d'action de demain. À Bruxelles, c'est principalement les secteurs du commerce et des transports en commun qui seront perturbés. Alors va-t-on connaître une nouvelle journée sous le signe de la paralysie et des bouchons? C'est plus que probable, mais la STIB promet la mise en place d'un service minimum, alors que plus de 60% de ces chauffeurs ont déjà annoncé qu'ils débrayeront demain. Les conducteurs seront répartis au fur et à mesure de leur arrivée, de leur prestation sur les grosses lignes. Donc on a sélectionné une série de lignes qu'on appelle en jargon fortes et structurantes, c'est-à-dire qui permettront aux gens de se déplacer à travers Bruxelles, mais sans aller tricoter dans des petits quartiers résidentiels. En clair, ça veut dire que si nous avons un conducteur sur 2 de métro, il y aura un métro sur 2 qui passera. Et puis par après, on mettra les conducteurs sur les grosses lignes de tram et puis les grosses lignes de bus. Et les petites lignes de tramway ou les petites lignes de bus seront malheureusement ne seront pas desservis ce jour-là. Dans le secteur du commerce, c'est principalement les enseignes de la grande distribution qui resteront closes, avec des piquets de grève qui démarreront dès 6 h du matin. Il s'agit de Delhaize, Carrefour, Lidl, Aldi, Colruyt, etc. Nous allons également organiser des piquets volants qui vont pouvoir effectivement aller faire un petit coucou aux collègues qui restent devant les portes des magasins.
Nous allons distribuer des tracts d'information, tant au personnel bien entendu, mais qui est déjà normalement bien informé, mais également à la clientèle pour expliquer les raisons de notre combat de ce jour. Un combat, les citoyens bruxellois devront probablement en mener un autre, celui de trouver un magasin ouvert et de circuler dans Bruxelles. Sachez que des informations plus précises sur les conditions de circulation des transports publics seront disponibles dès 6 h du matin sur le site de la STIB ou au centre téléphonique. Et la CGSLB participe à ce mouvement de grève, mais pas la CSC. Alors vous l'avez entendu, il sera difficile de savoir exactement quels sont les secteurs d'activité qui seront touchés. On peut s'attendre à ce qu'il y ait des piquets de grève devant plusieurs entreprises. Il y aura certainement aussi des arrêts de travail dans les écoles et plusieurs crèches communales ont annoncé qu'elles seraient fermées. La place Flagey se dégrade trop vite. 2 ans seulement après sa rénovation, le mobilier urbain est en mauvais état et les délais pour les réparations sont trop importants. Stéphanie Trieste et Thomas Quinet. La place Flagey, sa friterie, son parking inondable en cas de forte pluie. Ce n'est pas le cas ce mercredi où la place pétille sous le soleil en ce jour de carnaval. Mais à y regarder de plus près, la place attendue 6 années durant vieillirait trop vite. Graffiti à l'arrêt de bus et de tram, panneaux qui ont le tournis, voire arrachés, potelets manquants. Après 2 ans d'existence, la place montrerait des signes de dégradation avancée, selon cette députée. Il faut que la région agissent directement quand il y a un problème de vandalisme ou d'enlèvement de quelque chose, parce que ça attire du vandalisme aussi. Et de l'autre côté, les gens doivent changer leur mentalité et ils doivent garder la place en bon état. À la région, le secrétaire d'État en charge de la propreté indique qu'elle est nettoyée 13 fois par semaine. Mais voilà, des riverains se plaignent. Côté commune, on s'accorde en partie sur le constat. C'est une place régionale, mais il est clair que nous, on est présents. Et à partir du moment où on constate qu'il y a des dégradations, on le signale à la région. Et c'est vrai que le temps de réaction est lent. Et en plus, par exemple, si vous prenez les cages d'ascenseur, les cages en verre, elles répondent à un concours. Et donc, ces matériaux ont été fabriqués sur mesure, n'ont pas des formats standards. D'où des temps de réparation trop longs. Et puis, il y a toujours le problème du choix des matériaux, de la pierre bleue de Chine, trop absorbante. Du coup, c'est tâche sur tâche. Mais ce qui est bien avec la place, c'est que tout le monde a son avis dessus, sur son état et au-delà. Elle est en bon état, plus ou moins, mais évidemment qu'il y a énormément de circulation. Ça, c'est vraiment le problème ici à Excel, c'est la circulation. Donc les voitures qui empiètent sur le passage, en fait, sur le passage pour piétons. J'ai quitté la commune en 2007. Je trouve qu'il y a un grand changement vis-à-vis de la place, vis-à-vis un peu même de la sécurité. On a beaucoup de stewards. Ça ne veut pas dire qu'elle se dégrade parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas grand-chose finalement. Un peu vide, quoi. Ouais, absolument vide. Seule certitude, la place Flagey n'a pas fini de faire parler d'elle, car ils l'aiment, les Bruxellois. Ça n'empêche pas de faire la fête. La commune de Molenbeek a inauguré son premier logement intergénérationnel, une maison kangourou. Le principe est simple, il consiste à recréer du lien social en réunissant dans une même habitation des personnes âgées et des familles monoparentales. Les premiers habitants sont arrivés au mois d'octobre et sont contents de cette expérience. Dominique Brinard et Benoît Ferrir. Voulez-vous habiter une maison kangourou? La question a de quoi surprendre si l'on ignore de quoi il s'agit exactement. Une maison kangourou, c'est un espace où vivent ensemble des personnes âgées avec une famille monoparentale accompagnée d'un enfant. S'inspirant des expériences québécoises et parisiennes de cohabitation intergénérationnelle, le CPS de Molenbeek a restauré une habitation de la rue de Bonne afin de tenter cette expérience de vie collective. Aujourd'hui, une maman et sa fillette de 7 ans vivent aux côtés de 2 seniors. Chacun son appartement dans la maison, mais l'on peut se retrouver tous ensemble au rez-de-chaussée au moment où on le souhaite. Cette formule permet de maintenir les personnes d'un certain âge le plus longtemps possible à domicile et de diminuer aussi leur sentiment de solitude. La vie s'organise à son rythme, mais avec des règles. Nous avons établi, je dirais, une charte intergénérationnelle, donc il y a un mode de fonctionnement, une cohabitation qu'on appelle bienveillante entre les jeunes et les moins jeunes, et c'est parti sur une base volontaire et ça fonctionne très très bien.